On entend beaucoup parler de French bashing, de sentiment anti-français, anti-occidental, un peu comme si c'était un phénomène spontané ou né dans l'esprit embué de quelques milliers de jeunes subsahariens frustrés, mal informés, aigris, jaloux et manipulés par Moscou. Des jeunes égarés à qui il faut faire la leçon, qu'il faut désintoxiquer. Pas si sûr que cela. Ceci est un raccourci qui ne contribue pas à rapprocher les positions et à faire baisser cette tension qui n'est bénéfique ni pour l'Occident ni pour l'Afrique. Une bonne compréhension, un réchauffement des relations ne peut s'appuyer sur les seules conséquences en ignorant superbement les causes du mal. Au-delà du lourd passif hérité d'abord de la violente traite négrière, qui a laissé des traces, des blessures profondes, qui a chosifié et avilé le noir pendant des siècles, qui a durablement installé un sentiment d'injustice, puis de la colonisation qui a divisé, morcelé et contribué à piller le continent noir, et de l'actuel néocolonialisme qui continue plus insidieusement de le spolier à travers des contrats léonins hérités de la colonisation qui donnent la part belle aux firmes occidentales dans leurs anciennes colonies. Il s'agit aujourd'hui non pas de parler de compensation ou de réparation, mais d'instaurer une nouvelle relation, de mettre un terme à ce rapport malsain empreint de mensonges. Il faut construire un nouveau modèle de lien. Après tous ces faits historiques, où l'Occident n'a pas vraiment brillé par son humanisme, par son respect de l'homme, par sa correction, par sa justice, il s'agit maintenant d'établir un langage de vérité dans le respect. Le moment est le bon pour un dialogue étroit, respectueux et confiant sur tous les sujets. Justement, mettons-nous à table, sans rancœur et sans colère. Parce que je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain, une profonde histoire d'amour, de respect, d'échange, de métissage, de créolisation aussi, de mélange, de richesse mutuelle qu'il nous faut savoir raviver. Alors, ceci passe par une réelle écoute. Or, le langage semble malheureusement n'avoir pas beaucoup évolué. Elle avait espéré que la nouvelle génération, celle des Européens, qui n'ont pas forcément vécu la colonisation, celle des Occidentaux, qui ont fait les mêmes écoles avec eux, comprendraient cette exigence de respect et de considération. Et pourtant, je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias, des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou des Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. C'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que, d'abord, il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Et c'est ce qui semble se vérifier et en République centrafricaine et au Mali. Et partout, ce schéma prospère ou aura à prospérer. Waouh! Chacun a écouté le conseil aux naïfs, aux neuneux, qui n'ont pas vu l'offensive de l'ogre russe, qui ne pensent qu'à ses intérêts, qui menace l'Afrique, qui violente tout le monde sur son passage, qui tue sans discernement dans nos villages. Ces propos suscitent évidemment plusieurs réactions dans la population africaine en général et dans la jeunesse subsaharienne et sa diaspora en particulier. Est-ce vraiment le ton à adopter avec des Africains que l'on considère comme des partenaires, comme des égaux? Est-ce que cette leçon n'est pas un peu déplacée devant un monde, un parterre des gens qui ont une vision tout aussi ouverte sur le monde? N'ont-ils pas la capacité de juger avec qui ils veulent discuter ou non? Est-ce que ce discours paternaliste ne contribue pas plutôt à rendre les Russes plus séduisants finalement aux yeux des jeunes? À force de les diaboliser et de les mettre en garde contre ce danger, ne suscite-t-il pas finalement leur intérêt vis-à-vis de ce qu'ils perçoivent comme le contrepoids? Qu'est-ce qui fait penser au président Macron
que les Africains ne sont pas assez matures pour avoir leur propre jugement sur la Russie? Comment peut-on prêcher urbi et torbi pour le multilatéralisme et demander dans le même temps aux Africains de rester avec les partenaires historiques dont les résultats sont singulièrement mauvais? Beaucoup de jeunes Africains ont piqué un fou rire en écoutant ceci. D'autres, en revanche, ont exprimé une réelle colère en se demandant si on les prenait pour des Mongols ou les demeurés. Vous aurez remarqué le pied de nez du président Paul Biya sur la question russe. Il ne se démontre pas. Il est dans le cadre des relations normales avec la Russie. S'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. C'est dit. Il ne compte pas modifier le cours de ses relations anciennes avec la Russie. Évidemment, sur le volet économique, le parallèle est vite établi. Surtout que le voyage était ce coup-ci, heureusement, clairement orienté économie. Les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun, voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Monsieur le Président Macron, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre les deux pays? On est passé de 40% de l'économie camerounaise tenue par la France à 10%. Un recul préoccupant qui explique en partie ce déplacement au Cameroun. Peut-être nous étions-nous endormis, disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Ce pays s'est formidablement développé, a gagné en population et s'est ouvert. Et donc d'autres pays, d'autres entreprises sont venus sur ce théâtre pour proposer. Et donc, c'est que nous avons été moins bons que d'autres si nous n'avons pas obtenu les marchés. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une concurrence accrue. Et c'est très bien. Il n'y a pas de chasse gardée. Il faut repartir à la conquête de cet important marché. C'est urgent. C'est le second volet de ce déplacement, ce qui justifie l'impressionnant parterre des chefs d'entreprise et acteurs du patronat français pendant ce bref déplacement au Cameroun et au Bénin. Une bonne chose puisqu'il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit, mais que les règles soient claires et que le deal soit bénéfique aux deux parties. Tout ce malentendu, cette tension vient d'un discours biaisé, obsolète, hypocrite que les jeunes Africains ne veulent plus entendre. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple pour l'Occident, qui ne veut pas perdre sa place, de dire aux Africains, OK, on a compris, on va parler franc. Au regard de la situation, nous avons envie de commercer avec vous. Par le passé, on vous a spolié. On a passé des contrats léonins qui vous font du tort. Maintenant, nous sommes une nouvelle génération. Asseyons-nous et discutons ensemble d'un New Deal gagnant-gagnant, d'égal à égal. Vous représentez un important marché avec d'importantes richesses naturelles dont le monde a besoin. Nous avons la technologie pour l'instant. Trouvons un terrain d'entente, ceci d'autant que nous nous comprenons plus aisément. C'est simple, clair et sans arrière-pensée. Le discours sur les violents et calculateurs russes ou sur des Chinois est contre-productif. Ils ne nous ont rien fait pour qu'on les déteste. Ils ne sont pas nos ennemis. Nous ne les voyons pas comme des nouveaux maîtres. On ne veut pas passer d'un maître à un autre. On est en droit d'étudier leurs propositions. Celles que nous sied, on les prendra. Ne vous inquiétez pas, ils ne risquent pas de reproduire le même schéma que celui du colonisateur d'hier. Après l'expérience, avec vous, on a compris. Les jeunes Africains sont assez grands pour savoir commercer ou non
avec eux. Merci pour votre conseil. Ils sont de potentiels partenaires s'ils apportent des solutions dont l'Afrique a besoin, pas nos ennemis. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. Our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Dans le royaume des ancêtres, Nelson Mandela doit certainement déplorer le fait que ses propos n'aient pas pris une ride, puisqu'au Sénat américain, on vote des textes pour sanctionner les pays qui ne se sont pas alignés sur la position occidentale sur la question ukrainienne. En réalité, c'est cette propension à faire la leçon, à dresser les Africains contre les ennemis de l'Occident qui contribue à creuser ce fossé avec le continent noir. Il faut punir ceux qui n'ont pas fait de leurs ennemis les nôtres. C'est ainsi aussi que certains Africains, et pas des moindres, interprètent la pression que Paris continue d'exercer sur eux afin qu'ils sanctionnent le Mali qui a demandé le départ de son ambassadeur et de l'armée française. Je vous parle avec la gravité d'un chef d'État qui a eu à enterrer des soldats, parce qu'ils sont venus sur le sol africain défendre la souveraineté d'un État qui n'était pas le leur. C'est ça la réalité. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CEDEAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française et que des dizaines de nos enfants sont morts sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Allez voir beaucoup d'autres que la France pour leur demander les 2 poids 2 mesures. La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande et pour leur sécurité. C'est fort ces propos. C'est une réalité sur le sol africain. Mais les choses ne sont pas perçues de la même façon. Mais alors, pas du tout. Et ces propos ne sont pas du tout bien accueillis. Si le but du président Emmanuel Macron était de susciter le soutien de la jeunesse africaine, aux militaires, au pouvoir au Mali, c'est réussi. Ces discours, cette pression sur les dirigeants de la CEDEAO et au-delà, cette diabolisation entretenue par la presse européenne a suscité un vrai soutien au régime en place. Elle a fait de la position d'Assimi Goïta et de ses frères d'armes un acte de courage, de libération. C'est ainsi que c'est perçu par un nombre important d'Africains et même par beaucoup de ceux qui ne sont pas des soutiens du régime militaire. En réalité, le discours d'Emmanuel Macron, même s'il le pense, est de nature à heurter l'immense majorité des Maliens et même des Africains. Le fait d'évoquer les victimes françaises, les soldats français tombés au Mali, est un élément de langage qui ne passe pas dans une Afrique qui a désormais de la mémoire. C'est vrai qu'une 50aine de soldats français sont tombés sur le sol malien pour défendre l'intégrité du territoire. C'est beaucoup et c'est déplorable. C'est triste notamment pour leurs familles qui ont perdu des êtres chers dans une guerre dont ils ne comprennent même pas souvent les enjeux. Mais dans le même temps, il ne faut pas trop souvent leur ramener cet argument, parce qu'en matière de tragédie de ce type, les Africains ont payé le prix fort pour libérer la France à chaque fois. Des dizaines de milliers dans la Première Guerre et plus encore dans la Seconde Guerre mondiale sont tombés pour la France, souvent utilisés comme de la chair à canon. On se souvient du général Mangin qui les envoyait à l'abattoir devant ses troupes. Ils sont morts pour libérer la France qu'ils ne connaissaient même pas. Pire, on les enrôlait par la force. C'était en grande majorité des gosses, des paysans que l'on a arrachés à leurs terres et à leurs familles par la force. Ce n'est pas des soldats de métier comme ceux qui se battaient au Mali et qui avaient intégré le danger de mort lié à leur profession. Ils étaient massacrés de façon la plus barbare par les Allemands. Plus grave, une centaine de survivants de cette Seconde Guerre mondiale, à qui la France devait gratitude et reconnaissance, ont été froidement abattus à Tcharoy simplement parce qu'ils réclamaient, avec un peu d'insistance, leur maigre solde. Les gens ne se portaient pas volontaires pour aller faire la guerre. Hein? Ah non, on les enrôlait de force. Ils sont partis au secours de la France. Mais la France a oublié ça en 1944. Mais les gens qui ont fait le front, qui sont revenus, qui ont demandé seulement à rentrer en position de l'opprimé, vous les massacrez comme ça parce qu'ils ont osé demander leur prime. Vous vous rendez comme c'est lâche. Ouais. Ils refusent même de reconnaître le crime en disant oui, que ces gens-là ne sont pas morts pour la France. C'est encore. Alors que c'est des Français qui les ont tués. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables.
insupportable. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Et la France n'est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu, un moment, assombrir son image. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Ceci invite à un peu d'humilité. En matière de reconnaissance, de gratitude, la France n'est pas un modèle sur ce coup-là, vous en conviendrez. Ceci pour expliquer pourquoi le discours d'Emmanuel Macron relatif au lourd prix payé dans la guerre au Mali n'est pas vraiment adapté. Il est plus de nature à exacerber les antagonismes. Surtout que tous rappellent les circonstances qui ont créé ce chaos dans le Sahel. L'assassinat de Muammar Kadhafi qui a déstabilisé toute la sous-région. Regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi d'un massacre annoncé, comme vous avez pu le faire avec le soutien, rappelons-le, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien du monde entier, en fait, y compris l'opposition en France, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer, ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion, des années après, vous perdez un État disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes, et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi ? Ai-je compris cela ? Ce n'est pas une accusation. Ah bon ? Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... Son convoi était bombardé au moment précis où il a été tué. On a de fait renversé un régime et ça a tourné au chaos. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge pour des raisons politiciennes. On a laissé tomber la Libye pour s'occuper d'autre chose. Qu'aurait-il fallu faire ? Envoyer des troupes au sol ? La Libye, c'est 6 millions d'habitants. Il fallait aider cette jeune démocratie libyenne. Notre tort, il faut bien dire qu'à partir de 2012, nous n'étions plus aux manettes gouvernementales, c'est de ne pas avoir accompagné ce processus de démocratie et on a laissé les Libyens se débrouiller eux-mêmes. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Ceci est le sentiment de toute la jeunesse africaine qui rappelle au président Macron et à tous les hommes politiques européens qui doivent arrêter de ne parler que des conséquences pour évoquer les causes profondes du mal dont souffre le Sahel aujourd'hui. L'origine du mal. Le mal est venu de la Libye. Vous le savez tous. Une vérité qui doit être plus largement diffusée auprès de l'opinion publique française, à qui on n'a jamais vraiment avoué, de façon documentée, le fait que le désordre dans le Sahel, on le doit pour l'essentiel à la France, à l'action de Nicolas Sarkozy en Libye. Et personne n'a été sanctionné, n'a été condamné pour ce crime et le désordre qu'il continue de susciter. Personne. L'auteur continue même de le revendiquer, malgré la situation actuelle en Libye.